Je vais d'abord vous dire à quelle occasion nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes un collectif de l'ensemble des associations judo-espagnoles de France. Nous nous sommes mis d'accord, très très bien, pour faire un mémorial des déportés judo-espagnols. On vous en parlera plus longuement cet après-midi. Il s'agit d'un livre, on vous en parlera. Alain Talendo, le président, vous en parlera cet après-midi. Ce matin, nous sommes à 80% entre Saloniciens et peut-être qu'il y a d'autres qui sont turcs, mais beaucoup de Saloniciens aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de Salonik. Vous m'entendez là? Oui. Alors, je vais d'abord citer les 7 associations. Il y a Aquí Estamos, JEA, Vidas Largas, QSF, Assiété, le Consistoire, c'est la synagogue de la Roquette, et Assiété Marseille, et je suis très content qu'ils soient venus. Ils sont où les gens de Marseille? Voilà, ils sont au fond là. Très bien. Bon, vous savez, au départ, on devait être 35. On devait être dans Assiété, justement la synagogue Assiété. 35. Aujourd'hui, on est 180. Et on était obligé de l'arrêter. C'est formidable, on est très très content. Très très content. Bon, alors, nous avons parmi nous beaucoup de gens, de personnalités. Bien sûr, vous m'entendez là, excusez-moi. Oui, pardon, excusez-moi. Nous avons plusieurs personnalités, bien entendu. D'abord, nous avons, c'est pas dans l'ordre, bien entendu, mais nous avons M. Laurent Dassault. Nous avons Mme Elena Colito Castelli, qui est la petite fille du consul d'Espagne, d'Athènes, qui a sauvé beaucoup de juifs. Et nous sommes très heureux d'avoir avec nous. Nous avons le consul général de France. Vous pouvez, monsieur le consul général? Voilà, c'est le nouveau consul général de Salonique. Monsieur Philippe Frey, bienvenue dans votre nouvelle poste. Et nous avons aussi, je voudrais peut-être, est-ce que Dominique Friedman est là? Voilà. Dominique Friedman a accompagné un voyage à Salonique qui s'est terminé il y a 2 jours, je crois, 2 jours. Et je crois qu'il prévoit, vous prévoyez un autre voyage bientôt, donc vous aurez l'occasion de parler avec lui tout à l'heure. On va commencer par le président de la communauté juive de Salonique, et on terminera par monsieur le maire. On va commencer par monsieur le président de la communauté juive de Salonique et le président du conseil des communautés juives de Grèce, mon ami David Satiel. Vous savez, à Salonique, tout le monde, avant la guerre, parlait les judo-espagnols, les latinos, et aussi les français. Beaucoup de renommés juifs de Salonique sont venus ici à Paris pour étudier et sont restés ici, comme la famille Cassol, la famille Alatini, votre président Sarkozy, son grand-père est venu ici pour étudier. Alors, je peux dire les relations entre la France et les Juifs de Salonique, c'était vraiment très attaché. Moi, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je peux dire d'être salonicien, c'est un amour qui continue toujours. Moi, je suis né à Athènes, mais de l'âge à 15 ans, je suis allé à Salonique avec ma famille. Et de ce moment-là, et après jusqu'à maintenant, je suis amoureux de Salonique, des Saloniciens. J'essaie, je suis 15 ans président de la communauté juive. Et tout ce temps, j'essaie de changer les choses qui étaient mal à Salonique. L'histoire de la ville de Salonique, c'est avec l'histoire des Juifs, parce que nous sommes là minimum 500 années avant. Parce que, vous savez, la plusieurs part est venue d'Espagne, c'est pour ça que nous sommes séfarades, monsieur le ministre. Alors, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. La première chose que je fais, c'est de fixer le 27 janvier comme une date de commémoration pour tous les Juifs, les 50 000 Juifs qui sont partis à Auschwitz et ne sont pas tournés à Thessaloniki. Alors, avec cette date qui finalement c'était voté du Parlement unanimously, nous avons quelque chose
qu'on peut travailler sur ça. Je suis très heureux dans cette bataille qu'on fait, parce que c'est une bataille de changer l'idée des Thessaloniciens quand on parle pour les Juifs. Alors, je veux dire, je trouve un ami, quelqu'un qui soutient notre travail, c'est le maire de Thessalonique, M. Koutaris, qui vraiment veut changer l'image de cette ville et donner une histoire future contre le racisme, l'antisémitisme et tout ça. Et alors, nous faisons toujours cette bataille. Si vous venez ce soir, j'ai écrit que ce que je vais parler, alors ça sera plus facile. Okay. Alors, je vous attends tout le monde ce soir. Je pense que nous sommes entre familles. Et je vois votre visage, je vois les visages saloniciens. Alors, je vous souhaite, écoute, notre présentation pour les archives. Si vous avez perdu votre parent, etc., nous sommes ici pour le trouver. Et alors, bonne chance à ce soir. Merci beaucoup. Nous sommes extrêmement attachés, nous avons beaucoup d'affection et nous sommes très contents d'avoir avec nous. Il est venu exprès pour cette cérémonie. One thing that I want to say is that all we have started in Saloniki for the Jewish reality is that I feel that you cannot build your future unless you know your past. Il tient à insister sur l'importance des Juifs à Salonique. On ne peut pas bâtir l'avenir si on néglige le passé. And the Holocaust, the loss of 55,000 Jews of Saloniki, citizens of Saloniki, Greek citizens of Saloniki, being religiously Jewish, is not only that it was a crime, it was a terrible crime, it was that it deprived the future of Saloniki, the city of Saloniki. Oui, alors les quelques 50 000 Juifs de Salonique qui ont péri dans l'Holocauste, ça n'est pas seulement un crime contre l'humanité, cela prive la ville de Salonique de cette richesse que lui apportait sa communauté juive. The Jewish population of Saloniki, from higher class to lower classes, was very, very important for the economic and social life of Saloniki. La communauté juive de Salonique, à quelque niveau qu'elle se situe économiquement parlant, était très importante pour la ville de Salonique. The first time I went to Israel was in 1974, and I went to Haifa. And there, strolling around, I was in front of a shop. There was a sign, the workers of the port of Haifa, Saloniki. And I entered, and they embraced me and doing things like that, because they were workers from the port which went down to Haifa before the war and helped build the port of Haifa. Alors, la première fois qu'il est allé en Israël, c'était en 1974, il est allé à Haïfa et il a vu à Haïfa, il y avait des ouvriers qui ont construit Haïfa qui étaient de Salonique. Ils sont allés là-bas avant la guerre. Ils sont arrivés avant la guerre. Well, I won't say anything. I'll say many things more in the afternoon. But one thing I want to say that in 1974 I went down to Israel with a head of the
Israeli company Netafim for drip irrigation. And since then, we are still working with Netafim. Alors, quand il est allé en Israël en 1974 à Haïfa, il travaillait avec une association qui s'appelait Netafim. Netafim. C'est une compagnie pour drip irrigation. C'est une compagnie d'irrigation. Il travaille toujours. Il travaille toujours en communauté avec. Alors, c'est bon. Merci, monsieur. Alors, la communauté juive de Thessalonique, d'après-guerre, compte un nombre restreint de membres, mais a un héritage culturel incontestablement important. L'obligation morale de la communauté de le préserver et le faire découvrir aux nouvelles générations s'est matérialisée et institutionnalisée en la création du musée juif de Thessalonique. Le musée, du point de vue de son espace et de la valeur objective de son contenu, est un musée modeste. En effet, suite aux aléas de l'histoire de la ville de Thessalonique et à la tragédie propre aux Juifs, les collections présentées ont surtout une valeur sentimentale. D'ailleurs, sentimentale est, je crois, le mot-clé, le mot qui caractérise cet établissement. Loin de moi la pensée de dévaloriser les objets que nous présentons. Bien au contraire, chaque objet a un visage, car pour la plupart, ce sont des dons de familles saloniciennes qui ont quitté la ville avant la Seconde Guerre et dont nous connaissons l'histoire. Après 15 ans de fonctionnement, le musée connaît une augmentation stable du nombre de visiteurs, mais réellement spectaculaire depuis environ 4 ans. Ces visiteurs viennent pour beaucoup d'Israël, il est vrai, mais nous avons constaté que le musée est devenu une raison à part entière pour nombre de touristes européens et pas seulement, de visiter Thessalonique. Évidemment, le changement de municipalité et la politique d'ouverture et de mémoire de notre maire, cher à mon cœur, y est pour beaucoup. Mais nous tirons surtout une grande satisfaction de l'augmentation significative du nombre d'étudiants des universités grecques notamment, et surtout des classes d'élèves d'écoles primaires et secondaires venant de la Grèce entière visiter les musées et apprendre évidemment l'histoire des Juifs de Thessalonique, mais aussi acquérir des connaissances de base comme qu'est-ce qu'un Juif et à quoi ressemble-t-il. Elle est due principalement à une politique officielle de silence sur l'histoire des Juifs de la ville de Thessalonique, un antisémitisme traditionnel de l'Église orthodoxe, mais aussi parce que la population de la ville même de Thessalonique se compose à 90% de gens venus d'ailleurs et dont l'histoire est différente. Mis à part les fonctions éducative et de préservation de la mémoire de notre histoire, nous nous efforçons d'effectuer un travail de fond en créant des expositions temporaires mettant en valeur le petit nombre d'archives d'avant-guerre dont la communauté dispose, en les combinant aux archives des institutions de la ville extracommunautaires, comme celle de la Chambre de commerce et d'industrie par exemple. Au musée, nous recevons un nombre assez important de personnes liées d'une façon ou d'une autre au passé juif de Thessalonique. Le plus souvent, il s'agit bien sûr de descendants des juifs saloniciens qui à un moment ou à un autre ont décidé de s'installer ailleurs. Malheureusement, bien souvent, ils sont déçus car nous ne sommes pas en mesure de leur fournir les informations sur leur famille du fait de l'absence de la plus grande partie du corpus d'archives d'avant-guerre de la communauté. Néanmoins, nous constatons que ces descendants d'anciens saloniciens trouvent au musée l'illustration des histoires sur la vie de jadis à Salonique, histoires qu'ils ont entendues racontées par leurs parents ou leurs grands-parents et en judéo-espagnol de surcroît. Leur émotion est bien souvent visible et nous, les employés du musée,
sont les témoins de chacune de leur histoire mêlée aux questions sur telle ou telle rue, tel quartier, tel nom de famille. Il arrive que ces personnes amènent avec elles les photos et les documents des familles du temps de Salonique. C'est alors à notre tour d'éprouver de l'émotion, car ces photos sont destinées la plupart du temps au musée. Et cela signifie plusieurs choses pour nous. Avant tout, cela nous montre que Salonique est encore vraiment très présente au sein de ses familles, 2 ou 3 générations plus tard. Le fait que les petits-enfants des anciens Saloniciens jugent que ces photos ont leur place dans notre musée est très significatif de la place qu'occupe la ville dans les cœurs de leurs ancêtres. Je voudrais maintenant essayer de vous décrire ce musée pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore visité, que j'espère vous le ferez le prochain mois. Le bâtiment qui abrite le musée juif de Thessalonique est un des rares bâtiments construits au tout début du XXe siècle encore salubre aujourd'hui. Il fut construit en 1904 et a toujours appartenu à la communauté. Il abrita au fil du temps des magasins, des échoppes, des bureaux et même une banque, car il était une de nombreuses galeries commerciales de la ville. Quand en 1997, Salonique est devenue capitale européenne de la culture, le musée a ouvert ses portes en mars 2001 et fut officiellement inauguré par le ministre de la Culture le 13 mai de la même année. Le rez-de-chaussée est consacré à l'ancien cimetière juif de Salonique, qui fut détruit et pillé en 1942 durant l'occupation allemande, et aux synagogues d'avant-guerre détruites pour la plupart par les Allemands. Les pierres tombales du cimetière ayant été utilisées même quelques années après la guerre comme matériaux de construction dans la ville, se trouvent encore aujourd'hui éparpillées et cassées en divers endroits. Toutes ces pierres tombales que la communauté récupère à travers la ville sont apportées au nouveau cimetière juif. De ce cimetière, nous avons choisi quelques pierres tombales représentatives et nous les avons placées au musée comme exemple de différentes époques, différents matériaux, différentes formes. Du rez-de-chaussée se trouve une salle annexe qui abrite, gravée sur du granit, le nom et la date de naissance de 25 000 victimes de la Shoah, membres de la communauté. Cette liste est loin du vrai nombre de victimes, mais ce sont les noms de personnes pour lesquelles nous avons une documentation suffisante qui certifie leur disparition au camp. Ces 25 000 noms ont émané de la fameuse liste de Heinz Cugno, qui en comporte 35 000 au total. Ali Kiarouk a fait un travail de chercheur, voire de détective, pour arriver à produire cette liste sans doublon et sans faute dans les données. Elle vous en parlera peut-être. Sûrement. Au premier étage du bâtiment, sous une impressionnante verrière, est disposée d'un côté une frise qui, par ordre chronologique, narre l'histoire des Juifs de Thessalonique, qui commence vraisemblablement, selon les archéologues, très tôt, peut-être même dès la fondation de la ville, en 315 avant notre ère. Ces premiers Juifs étaient des commerçants, paraît-il, venus d'Alexandrie en Égypte, s'installer à cause de la position géographique de Thessalonique propice au commerce. Thessalonique, durant la période hellénistique, la période romane et celle de Byzance, abrite les Romagnotes, ces premiers Juifs hellénisés. Au XIIe siècle, elle devient un refuge pour les Juifs ashkénazes venus d'Allemagne, d'Hongrie, mais aussi d'Italie, de Provence, fuyant les persécutions du Moyen Âge. En 1430, Thessalonique est envahie et fait désormais partie de l'Empire ottoman. La ville se vide alors de ses habitants. Certains ont fui devant les Turcs,
D'autres ont été massacrés, d'autres encore ont été vendus comme esclaves et se sont dispersés. Lorsque la reine Isabelle et le roi Ferdinand en 1492 expulsent les Juifs d'Espagne, le sultan de l'Empire ottoman Bayazid II demande aux séfarades de venir s'installer spécifiquement à Salonique pour repeupler la ville. Ainsi, Thessalonique devient juive séfarade jusqu'en 1923, année d'échange de population entre la Turquie et la Grèce, puisque les Juifs sont les plus nombreux des trois grandes communautés ethniques cohabitant dans la ville de Thessalonique, les Juifs, les musulmans et les chrétiens orthodoxes. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, contrairement aux autres peuples de l'Empire ottoman, les Juifs ne se sentent pas oppressés par un conquérant, mais plutôt reconnaissants envers les Turcs de leur avoir offert une terre d'accueil. Mais ceci dit, 5 siècles plus tard, mes parents, déjà grecs, avaient comme proverbe « Turco no acharvat jedion, masia harvo ». Les Turcs ne frappent pas un Juif, mais s'ils le frappent, il fallait donc se méfier malgré tout des Turcs. Les historiens ne savent pas réellement si à leur arrivée, les séfarades ont trouvé des romagnotes et des ashkénazes en ville, mais le fait est que Salonique parlait espagnol pendant près de 4 siècles. Ensuite vient le chapitre Shabbatai Tzvi, le juif qui prétendait être le Messie. Préférant l'islamisation à la mort promise par le sultan, il entraîne avec lui dans l'islam de nombreux juifs de Salonique. C'est ainsi que se crée une nouvelle communauté, celle de Donmé. Les Donmé sont les musulmans progressistes de la ville et ils participent activement à la vie commerciale et sociale jusqu'en 1923, date où ils sont obligés de quitter leur ville natale comme tous les musulmans. Le début du XXe siècle apporte un renouveau à la ville de Salonique, en déclin depuis le XVIIe. C'est le résultat de plusieurs faits. D'abord, l'effort de modernisation au sein de l'Empire même, l'Empire ottoman, avec le Tanzimat, grande réorganisation de l'Empire, nouvelle constitution, premier parlement, etc. Puis, l'installation à Salonique de très riches familles juives venant d'Italie, les Alatini, Fernandez, Carasso, Recanati, qui ont choisi eux aussi la ville de Thessalonique pour sa position géographique. Puis vint la révolution des jeunes Turcs qui renversa le sultan et qui amènera à l'actuel État turc. Il y a aussi la création des premières écoles laïques pour garçons et filles, la plus grande et la plus importante pour la population juive étant l'école de l'Alliance israélite universelle. Le nombre de juifs de Salonique est alors de 80 000, soit la moitié de la population. L'autre moitié, ce sont les musulmans, les chrétiens orthodoxes, mais aussi les slaves, les bulgares, les arméniens, les occidentaux. En 1912, la ville devient grecque. Les juifs de Salonique acquièrent la nationalité grecque. Pour la première fois, ils reçoivent une éducation grecque à l'école et c'est ainsi que grandit une première génération, celle de mes parents, de juifs grecs et fiers de l'être. Le grand incendie de 1917, qui laisse 73 000 habitants du centre-ville sans toit, et surtout les dispositions de la reconstruction ensuite, sonne le début de la fin de la ville surnommée Madre d'Israël. Les terribles conditions de survie après l'incendie deviennent plus terribles encore quand, en 1923, lors de l'échange de population, la politique gouvernementale veut changer la démographie de la ville, rappelons-nous qu'à l'époque la population juive est majoritaire, et installe 100 000 réfugiés chrétiens orthodoxes d'Asie mineure à Salonique. Et c'est le début de l'antisémitisme. Il culmine en 1931 quand un groupe appartenant à une organisation fasciste
attaque pour la première fois un quartier juif. Avec toutes ces difficultés, il devient compliqué d'être juif et de vivre à Salonique, et plusieurs vagues de départ s'organisent. La France et la Palestine, avant qu'elle ne devienne Israël, sont deux des destinations les plus populaires. En 1940, Thessalonique ne compte déjà plus que 50 000 juifs, soit un quart de la population totale. C'est à cette même époque qu'éclate la guerre italo-grecque avec des juifs combattant dans les rangs de l'armée grecque. L'avancée de la Grèce fait trembler l'Allemagne, qui envoie ses troupes pour combattre aux côtés des Italiens. 1941 à 1943 est le dernier segment de la frise chronologique. L'occupation allemande en 1941, l'humiliation publique de 9 000 hommes juifs en juillet 1942, les travaux forcés pour 3 000 hommes, leur rachat par la communauté contre une énorme somme d'argent, la formation des ghettos en février 1943, le port de l'étoile jaune et enfin le début de déportation le 15 mars 1943. La frise chronologique comporte donc les grands chapitres de cette histoire, parallèle à l'histoire de la ville de Thessalonique. En face de la frise, sous la grande verrière, sont disposés des panneaux portant des photos et des informations concernant les organisations d'aide sociale et les personnalités de la communauté juive. Dans les 3 salles qui suivent, les visiteurs trouvent des photos, des documents et des objets qui illustrent la sphère religieuse, l'activité professionnelle et la vie sociale et quotidienne des Juifs de Salonique. La 4e pièce est dédiée à la Shoah avec plus de détails sur les événements, les documents significatifs et des divers objets représentatifs. À la sortie des salles d'exposition se trouve la bibliothèque qui dispose de 4000 volumes traitant de l'histoire des Juifs de Salonique notamment, du judaïsme et du judéo-espagnol. On trouve aussi les archives photographiques du musée et la petite partie des archives récupérées après la guerre par la communauté. Elle est d'ailleurs ouverte aux chercheurs, étudiants ou autres visiteurs. La visite s'achève par des photos de survivants et de leurs enfants dans des scènes de la vie communautaire rayonnante et résiliente. La visite est finie. Et moi, j'arrête ici. Merci beaucoup. Merci. Merci, Erika. Merci. Alors, on a le temps pour 2-3 questions. Je vous félicite, Erika, pour votre explication dans un français magnifique. Vous avez tout à fait évoqué cette présence si nombreuse de la population, de la culture, de l'apport et de la langue de cette population judéo-espagnole. Je vous ai rencontré au mois de juin dans ce merveilleux musée et je m'adresse à vous et je voudrais m'adresser aussi au président de la communauté juive de Salonique parce que j'ai eu quand même une déception. Et cette déception, c'était de ne pas voir d'inscription en judéo-espagnol, en judaismo, ce cher judaismo que nous défendons, les historiens, les linguistes, les judéo-espagnols. Et j'ai vu un mur qui était vide. Et ce vide m'a rappelé non seulement le vide de la population, mais le vide de la langue. Donc aujourd'hui il est vide, mais je pense que demain il ne sera plus vide parce qu'il y aura certainement des plumes de linguistes, d'historiens qui vont être très heureux de pouvoir faire cette inscription en langue judéo-espagnole pour combler, disons, on ne comble jamais ce qui s'est passé, mais perpétuer la mémoire de cette langue si belle. Voilà. Si j'ai bien compris, c'est un appel à quelqu'un qui fera la traduction judéo-espagnole de nos textes du musée, que nous serons heureux de mettre sur notre le Xenagos, qui est l'appareil audiovisuel de guide dans le musée, où nous avons plusieurs langues, et le français notamment. Et voilà, on pourrait rajouter le judéo-espagnol, mais bon.
On le fera, allez, on le fera. On va commencer avec la communauté juive à Salonique, une école, un type d'école pour la préservation de la Dino. C'est une ambition que nous avons, on va commencer peut-être l'année prochaine, ou en tout cas, c'est très très essentiel de préserver la langue ladino. Vous êtes totalement calqué sur votre musée. Je voulais apporter juste une précision. Mon papa est né en 1910 et il a fréquenté la mission laïque française. Et c'est une chose qu'on oublie beaucoup. On cite l'Alliance, mais il existait aussi la mission laïque française. La deuxième question s'adresse à Monsieur Boutaharis. Monsieur Boutaharis, je suis allée à Salonique en 2010. Je ne suis pas retournée entre-temps. Je voudrais savoir si la place de la Liberté, qui est devenue un parking et qui ne porte aucune plaque, redeviendra un jour la place de la Liberté et ne sera pas Roni à Vassilis, je ne sais quoi, et autre chose. C'est-à-dire que cette place sur laquelle tant de nos parents ou nos arrière-grands-parents se sont réunis à la veille de la guerre, dont mon grand-père et ses frères, ne porte plus aucun nom. Et c'est un parking qui est un peu à l'arrière comment dirais-je, il y a une stèle, une très belle stèle qui a été inaugurée, quoique quelquefois il y a beaucoup d'ordures qui se trouvent là-bas. Je m'en suis aperçue malheureusement. La stèle est magnifique, mais j'aurais bien aimé, en allant à Salonique, retrouver au moins le nom de cet endroit d'où ont été ramassés, enfin, pas ramassés, parce qu'il a été dit que les gens devaient venir se dénoncer eux-mêmes auprès des autorités pour être, comment dirais-je, consignés. Et ça a été le cas de mon grand-père et de ses deux frères, et c'est comme ça qu'ils se sont sauvés, parce qu'ils ne sont pas allés se faire recenser. Et j'aurais aimé avoir quelque chose qui porte sur cet endroit. Après la révolution néo-turque. Ça, c'est le nom. Alors, c'était parking pour 50 années, et le monument de l'Holocauste de Pittsburgh, on lui avait déjà fait une contestation d'architecture, et la place va être une très jolie endroit pour rappeler ça qui passe. Mais l'après-midi, je vais vous donner aussi des informations sur le musée de l'Holocauste qu'on va créer à Salonique. Ça a déjà commencé.